Hartelijk welkom iedereen. We zijn ongelooflijk blij om jullie zo talrijk aanwezig te zien vandaag, om het te hebben op deze sessie over lokale filantropie en hoe we op lokaal vlak filantropie kunnen versterken en de impact kunnen vergroten. Vooraleer we van start gaan, lijkt het mij belangrijk dat we vertrekken met een gezamenlijke definitie, dat we het eens zijn over wat lokale filantropie betekent. Et donc j'aimerais entamer cette session avec une proposition de définition pour être sûr que nous parlons tous de la même chose. Alors nous, on considère la philanthropie locale ou la philanthropie de proximité comme l'ensemble des actions de générosité et de solidarité menées sur un territoire donné. Ce territoire est généralement un quartier, une commune ou une région spécifique. Et très important, la philanthropie locale répond vraiment à un besoin spécifique de la région, à une réalité spécifique de terrain qui fait en sorte que des ressources, des compétences, des financements peuvent être mobilisés par toute une série d'acteurs. Ces acteurs peuvent être des citoyens, des entreprises ou des associations. Et le grand avantage de la philanthropie locale, c'est qu'elle favorise un engagement direct, une création de liens sociaux et la mise en œuvre de projets concrets qui ont un impact durable sur la vie quotidienne des habitants localement. Ik ga het hier natuurlijk niet alleen hebben over lokale filantropie. Ik ga dit gesprek voeren samen met een aantal gasten. Super, dankjewel dat jullie erbij zijn. Jan Behiers, de eerste gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Françoise Pissard, Chief Local Engagement de la Fondation Roi Baudouin. Hélène Pas-Grimaud, déléguée générale de la Fondation Territoriale de la Vienne. En Jannie Haak, CEO van de Nationale Loterijen. Dank jullie wel om hier te zijn. En ik zal beginnen met een eerste vraag aan jullie. Quelle est votre porte d'entrée sur le sujet de la philanthropie locale? Françoise, est-ce que je peux commencer avec toi? Ça marche. Oui, merci. Donc, comme tu l'as dit, je suis responsable de la stratégie locale à la Fondation Roi Baudouin. Stratégie qui a comme objectif de renforcer l'engagement local et de stimuler la philanthropie locale. Alors, c'est pas qu'on ne fait rien aujourd'hui. La Fondation Roi Baudouin a déjà un ancrage local important que nous avons construit d'année en année. En 2025, on gère plus de 1000 initiatives locales. Donc, ce sont des initiatives philanthropiques qui ont en tout, en partie, une vocation locale. Vous connaissez, certains d'entre vous, les fonds qui portent le nom de leur créateur, les fonds Les Amis, les fonds régionaux, on va en parler, les fonds d'entreprise, etc. Mais nous voulons faire plus. Et un des éléments clés de la stratégie, c'est de renforcer notre présence au niveau local, au plus près des donateurs et des citoyens. Et donc, nous avons créé jusqu'à présent 4 hubs locaux. Et bientôt, un 5e va rentrer en activité, qui agissent en fait comme des guichets uniques de la Fondation Roi Baudouin et qui sont là au service des donateurs déjà là ou des futurs donateurs, mais aussi des bénéficiaires qui les mettent en réseau et qui cherchent aussi à accroître la visibilité de la philanthropie locale. Super. En quelques mots. Merci beaucoup. Hélène, peut-être un petit mot sur la Vienne et la Fondation territoriale de la Vienne, le lien avec la philanthropie locale. Donc le lien, il est évident, parce que c'est un outil local qui a été créé par des dirigeants d'entreprises, puisque en France, alors je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, mais on a à peu près 96 à 99% des entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises ou taille intermédiaire. Et donc, qui n'ont pas forcément un outil philanthropique type fondation d'entreprise ou pas les moyens de le faire. Donc, c'est comment on s'associe à l'échelle d'un territoire pour créer un pot commun et soutenir le territoire sur ce que vous avez souligné, les fragilités réelles de ce territoire. Donc, c'est aussi un travail en commun avec les pouvoirs publics, parce qu'on n'est pas sachant. C'est aussi faire un pas de côté et se dire qu'on ne sait pas forcément où sont les fragilités. Et en travaillant en partenariat avec les acteurs publics qui sont détenteurs des diagnostics territoriaux, comment on vient agir sur les vrais besoins de ce territoire, en complémentarité de là où l'action publique ne peut pas agir ou n'a pas l'agilité ou les dispositifs qui correspondent à ces besoins. Yannick ?
zou graag vanuit de marketing vertrekken. En in de zin van, ja, uiteraard heb je aan de ene kant de mecenas, in ons geval is dat de speler. En aan de andere kant heb je een goed doel, of de goede doelen. En de bedoeling is natuurlijk om de vorm van engagement, herkenning te creëren tussen beiden. Dat is eigenlijk, ja, het is marketing. Het is zo. En je kan on parle de le mécénat proximité. Ja, nabij, ik zou zeggen in eerste instantie mentaal nabij. Want als je die link wil leggen, dan kan dat gebeuren door het thema. Dat kan gebeuren door specifiek iets te doen rond iets zeer herkenbaar. Iets waar mensen zich in terugvinden. En natuurlijk helpt het lokale aspect. Hè, want ja, wat lokaal is voor beide partijen, dat helpt. Die herkenbaarheid, ik weet waar ik voor sta, ik voel een duidelijk engagement, ik ben gemotiveerd. En loterijen op zich zijn er eigenlijk al een type voorbeeld van. Het zal jullie misschien opgevallen zijn dat er zoiets bestaat als een nationale loterij in België. En er bestaat er ook een in Frankrijk en in Nederland en in Duitsland en zo verder. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig gegeven, want je zou denken in de eengemaakte markt in de Europese Unie dat gewoon niet bestaat. Hè. Dus, maar toch is dat zo. Hè. En dat is omdat politici en ook het Europees Hof van Justitie eigenlijk hebben geoordeeld, ja, maar in deze branche komt er niet op neer om concurrentie te creëren en al te aantrekkelijke producten. Het gaat over dat fundraising, die historische manier van werken van wij verzamelen middelen om. En dan is dat lokale aspect heel belangrijk, dat herkenbare aspect. En er is eigenlijk een uitzondering gemaakt voor loterijen op het verdrag van Rome in de zin van elke nationaliteit behoudt zijn loterij en het is niet de bedoeling dat de loterij op het territorium komt en het vrije verkeer van goederen en diensten op het grondgebied van een ander. Dus de nationale loterij is feitelijk per definitie verankerd met het lokale. Absoluut. En dat trachten wij ook continu te benadrukken. Dus wij investeren nogal fors in grote projecten van nationaal prestige. Maar dat trachten we heel uitdrukkelijk in evenwicht te brengen door 1250 projecten verleden jaar. Die super lokaal zijn. Het gaat over bescheiden bedragen. Maar zeer herkenbaar, super lokaal. Waar mensen zich in herkennen. En onze doelstelling daar is voornamelijk eigenlijk wat warmte creëren in de maatschappij. Het gaat over de community heel lokaal geëngageerd krijgen rond iets warms, rond iets collectief, rond iets herkenbaar. Wat is jouw link met lokale filantropie? Ja, tijdens mijn gouverneurschap werd ik bezocht door enkele provinciale ambtenaren die me zeiden, kijk, wij hebben een leaderproject te pakken. Een Europese subsidie, een relatief kleine subsidie, ter ondersteuning van het platteland. En eigenlijk is het speciaal gericht naar de bevolking van de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. En we zouden jou graag als ambassadeur hebben. En zo is dat begonnen. Mens en omgeving, dat was ons verhaal. Dicht bij de mensen komen te staan. En we zijn ondertussen, over de laatste 5 jaar, ik ga het kort houden, hebben we 2,5 miljoen euro verzameld. Hebben we 278 lokale projecten ondersteund. En hebben we meer dan 80 bedrijven die ons ondersteunen voor die typisch lokale projecten waar we straks ongetwijfeld nog op terugkomen. En je hebt het specifiek over het Streekfonds Oost-Vlaanderen, als ik mij niet vergis. Yes. Het Streekfonds Oost-Vlaanderen, de krant is net uit, die verschijnt ook straks met het nieuwsblad mee. Maar ik moest er eens mee zwaaien van ons mensen, maar je hebt dat nu voor mij gedaan, dat is heel lief. Nee, daar staat het allemaal in. Als je op de achterzijde kijkt, de massa ondersteunende bedrijven. En ze ondersteunen waarom? Omdat het projecten zijn in hun nabijheid, in hun achtertuin. Als een La Lorraine of een Willy Nasus een project ondersteunt, dan is het in het dorp
daarnaast, waar er bijvoorbeeld een moestuin voor kwetsbare kinderen werd opgericht, of waar een kinderboerderij is voor kinderen uit de stad Gent die het moeilijker hebben met hun omgeving en die we willen helpen. En zo hebben we, ja, zoals ik zei, ondertussen 273 projecten die we ondersteunen. En elk bedrijf ziet niet alleen naar henzelf toe, maar ook naar hun medewerkers toe, hoe eigenlijk de betrokkenheid gegroeid is. Ik ga nog even bij jou blijven, Jan. We hebben het daarnet gehoord. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Wat is de rol dan van lokale filantropie specifiek voor de maatschappij en voor de uitdagingen waar we voor staan? Ja, de rol is volgens mij, en dat is juist het verschil met de andere filantropie, het gaat om kleine projecten. Wat is de rijkdom van onze projecten? Dat is dat we ook werken met crowdfunding. Dus elke organisatie, en al die organisaties zijn vrijwilligers, elke organisatie die bij ons om middelen komt vragen, moet eerst de helft van die middelen via crowdfunding vinden. En dat crowdfunding-platform, dat is een platform van de Koning Boudewijn Stichting. Dus wanneer u daar een gift aan geeft, dan kan u dat ook van uw belastingen aftrekken. Dat is niet te versmaden natuurlijk. En het vreemde is, je zou denken, ja, voor ons is dat natuurlijk een bewijs van de betrokkenheid in de buurt, die crowdfunding. Als ze dus die middelen vinden, dat wil zeggen dat het project al bijna zeker een goed project is. Want de buurt wil dat het er komt. Wat zien we? 96% van de projecten slagen in de crowdfunding. Dus dat is fantastisch. En dan is de uitdaging voor ons om daar de andere helft van de middelen bij te leggen. Maar jullie vertrekken dus feitelijk van de bereidwilligheid van de buurtbewoners, van de lokale mensen. En wat voor ons ook heel belangrijk is, ik herhaal, die betrokkenheid lokaal, dat is dat de burgemeesters moeten onze partners zijn daarin. En dus wij hebben ook bereikt dat de burgemeesters telkens beter worden van het project. Dat zorgt er ook voor dat de bedrijven vertrouwen hebben erin, dat ze zich ook meer betrokken voelen. Wat we ook altijd doen is, jaarlijks organiseren we een echte projectenmarkt, waar de projecten worden voorgesteld aan de bedrijfswereld en aan de overheden, maar nog veel belangrijker, waar de projecten elkaar ontmoeten. En waar ze leren samenwerken onder elkaar. Dus dat is echt een plek waar ze naartoe moeten komen. Prima. Jannie, ik weet niet of jij daar een kijk op hebt vanuit de Nationale Loterij. Lokale filantropie en de grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe zie jij dat? Ja, dus zoals ik al zei, als wij aan echt hele lokale filantropie doen, dan doen we dat eigenlijk voor het creëren van warmte in de maatschappij. Dus ik denk dat er voldoende vijandbeelden zijn, dat die altijd meer en meer gecreëerd worden. De breuklijnen nemen toe, ze versterken elkaar. De maatschappij wordt Trumpiaans. Wat ik kan, dat moet ik ook. En ik denk dat het creëren van die warmte en het overstijgen van die traditionele breuklijnen, dat ook het best kan op lokaal niveau. Omdat je dan iets vindt dat toch bindt en dat mogelijkerwijze sterker is dan wat eigenlijk scheidt. Om maar iets te zeggen, ja, elke politicus van de Limburg die kan als het nodig is spreken voor de Limburg. En dat overstijgt eigenlijk de politieke tegenstellingen. En dat is iets wat je, denk ik, heel snel vindt op lokaal niveau. En dus die hele kleinschalige dingen op lokaal niveau, waar mensen positief praten met elkaar, zich samen inzetten voor iets kleins lokaal, dat is denk ik ongelooflijk belangrijk voor het goed functioneren van onze maatschappij. En het is zeer educatief ook, bij wijze van spreken. En dat is eigenlijk onze bedoeling. Donc Hélène, la philanthropie locale, très souvent utilisée, j'entends ici, comme moyen de rassembler la population locale. Mais quelle est la plus-value de la philanthropie locale pour ceux qui donnent, pour les philanthropes? Pour les philanthropes, je pense que c'est cette notion de proximité, en fait, que ce soit un donateur. Nous, on fait de la levée de fonds auprès d'entreprises, mais aussi de citoyens. On a fait toute une campagne de crowdfunding sur 6 semaines, avec du coup abondement entreprise qui est abondé sur les dons de citoyens. Donc on fait vraiment les deux, et les bénéfices, c'est que ça se passe à côté de chez eux, en fait, et qu'à l'issue de
de cette levée de fonds citoyenne, on peut rassembler les gens, faire des événements croisés où tout le monde se croise et on a cette proximité. Donc je vous rejoins complètement. Le territoire demain a vraiment vocation à grandir et prendre une place prépondérante autour de nos bassins de vie parce que c'est des endroits où on va pouvoir mettre autour de la table tout le monde. Et cette notion de coopération, c'est très bien quand on arrive à l'amener au niveau international, national et autres. Elle est quand même beaucoup plus simple à mener à l'échelle d'un territoire. Nous, on a réussi à mettre autour de la table des gens qui n'ont pas les mêmes idées politiques. Félicitations. Entre le département, la ville et autres. Et c'est chouette, c'est de se dire, en fait, sur la solidarité, on va s'entendre. Parce qu'on ne veut pas que notre territoire continue de s'appauvrir. Et on va le faire ensemble avec les entreprises, avec les citoyens, parce qu'ils sont aussi salariés des entreprises, et avec les pouvoirs publics qui apportent un regard complémentaire et les têtes de réseaux associatifs. Donc dans nos instances, on a plus de 20 représentants différents de chacun avec des collèges, un collège citoyen, un collège entreprise, un collège pouvoir public et un collège tête de réseau associatif. Et tout le monde est autour de la table. Et ça, c'est possible parce qu'on est à moins d'1 heure de route tous, en fait, sur le territoire, et qu'on peut le faire dans la vraie vie, en réel. Et du coup, on va beaucoup plus vite, en fait. Donc le ressort du territoire, demain, il est essentiel et majeur pour travailler sur ces sujets de cohésion et de solidarité. J'ai déjà entendu parler, Françoise, des entreprises, des citoyens, des joueurs. Quelle est votre vue sur l'apport spécifique de la philanthropie locale sur les stakeholders locaux ? Je crois que beaucoup a déjà été dit. Je voudrais peut-être souligner qu'aujourd'hui, plus que jamais, les citoyens ont vraiment un sentiment d'impuissance par rapport aux grands défis sociétaux. La globalisation, en particulier, donne cette impression à une série de personnes qu'ils se sentent loin, ils se sentent impuissants. Et je pense que ça touche aussi bien les donateurs que les bénéficiaires. Donc le donateur aussi, on lui donne une capacité d'agir, on lui donne une capacité de peser sur l'avenir en l'aidant à réaliser son rêve de philanthropie. C'est la même chose du point de vue des habitants au niveau local. Eux aussi, souvent, et plus particulièrement dans les zones rurales éloignées des centres urbains, ce sentiment d'être loin, voire d'être exclu, pas uniquement un sentiment d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux, et on leur donne aussi à travers les projets qui sont soutenus souvent un rôle, on leur fait confiance, on leur donne la possibilité d'influencer aussi ce qui se passe au niveau de leur communauté et souvent à travers des associations qui structurent, organisent. Et c'est ça la philanthropie locale et la plus-value. Bien sûr, et la cohésion sociale, mais je pense que on a déjà dit assez. Je voudrais peut-être juste amener un petit élément qui va dans le même sens, mais qui est plus informatif. On a fait une enquête récente sur le lien social et on se rend compte que plus on se rapproche de chez soi, plus l'évaluation est positive. Donc c'est 74% sont positifs au niveau du quartier ou de la rue, 66% au niveau de la commune et 47% à l'échelle de la Belgique. Donc on voit vraiment, quand on dit local, ça peut être aussi très micro-local, ça peut être le quartier aussi. Mais la philanthropie locale, je tiens à le souligner, ce n'est pas que de la cohésion sociale, c'est aussi des réponses à d'autres causes, d'autres enjeux. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'environnement, le soin des personnes, le patrimoine, etc. Donc la cohésion sociale est toujours là, mais il y a aussi la possibilité de s'engager sur des causes bien précises. Merci. Jan, voor jou had ik ook nog een specifieke vraag als eregouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Hoe verloopt die samenwerking op het vlak van lokale filantropie met de provincie, met het streekfonds, de publiek-private instellingen? Hoe loopt dat? Wel, nog eerst verduidelijken, want ik zie met een collega naar mij kijken. Ik was hem bijna vergeten, maar we zijn niet gebleven in de Vlaamse Ardennen en in de Dender. We hebben het project uitgebouwd over de hele provincie. We zijn ook naar het Meetjesland, naar het Waasland, naar de Scheldevallei getrokken. Maar telkens hebben we een plaatselijke structuur gecreëerd. Dus het is niet vanuit de hele provincie dat we naar beneden kijken. Nee, plaatselijk moet het ontstaan, elk initiatief. En
wat we daar ook heel belangrijk vinden, en dat is hier eigenlijk ook al een paar keer gezegd, dat is, wij steunen geen initiatieven die afgesloten zijn voor de bevolking. Dus bijvoorbeeld een speeltuin in een oude pastorij, in de tuin van een oude pastorij, die mag niet alleen openstaan voor de kinderen van de school bijvoorbeeld, of van de mensen van het woonzorgcentrum, maar moet ook openstaan voor de hele buurt. Zodanig dat men contacten legt. En bij elk project is dat voor ons heel belangrijk dat we eigenlijk de hele buurt meenemen. Wat betreft de link met de overheid, we waren heel blij dat de provincie ons toen eenmalig gesteund heeft. En nu zijn ze geen structureel partner meer, maar het is heel duidelijk, in al onze structuren hebben wij ook we hebben telkens een bestuurscomité. Daar zitten niet alleen de ondernemers in, maar daar zit ook iemand in van Toerisme Oost-Vlaanderen, zit ook iemand in van het regionaal fonds, regionaal landschapsfonds enzovoort. Dus eigenlijk, we betrekken ook altijd de diverse overheden daarbij. Iedereen samen in bad, ten voordele van ondertussen duizenden kwetsbare mensen. Meer dan de helft ondertussen zijn jongeren, hebben we gemerkt. En dat heeft er veel mee te maken dat we eigenlijk heel sterk staan in Gent ook. En terwijl we op het platteland heel breed kijken, gaat in Gent toch de nadruk voor een groot stuk naar jongerenprojecten. Bijvoorbeeld, ik zeg maar, Gent Basket organiseert op diverse pleinen basketbalwedstrijden met de plaatselijke jeugd. Dat is heel divers en dat doet zo'n deugd om die jongeren te helpen, want er zijn in een stad als Gent verdorie ontzettend veel kwetsbare jongeren. Okay. Hélène, vous en avez déjà touché un mot, que vous avez su dépasser quelque part un peu les clivages politiques, mais comment est-ce que vous collaborez avec les pouvoirs publics locaux? En fait, on a créé une instance qui nous permet d'être en interaction, qui s'appelle le comité territorial d'orientation, où on a les élus de toutes les strates, en fait, de la région, du département et de la ville de Poitiers. Et j'espère des autres villes demain. Non, mais en tout cas, on est en dialogue. L'idée, c'est d'être en interaction et de voir un petit peu où sont les fragilités chez les uns, chez les autres, et d'analyser les diagnostics territoriaux. Alors après, nous, il y a des vrais diagnostics sur le pacte local des solidarités avec l'État notamment, où on sait où le bas blesse, etc. Et nous, on leur propose en fait d'agir sur telle ou telle cause. Donc ça fait que 2 ans et demi qu'on est créé. On a œuvré sur 2 fragilités qui étaient assez importantes sur nos territoires, qui sont l'alimentation de qualité pour tous et la mobilité solidaire, puisqu'on est sur un territoire qui est à la fois rural et urbain, et où il y a vraiment un clivage, une inégalité d'accès pour se déplacer. Et effectivement, pouvoir retrouver un emploi sans pouvoir se déplacer, c'est un sujet. Donc on a plutôt soutenu des associations qui sont dans ce champ-là. Et puis le sujet majeur sur lequel on est en train de travailler aussi pour rejoindre ce qui se fait aussi dans la Flandre, c'est la jeunesse, en partenariat avec Break Poverty Foundation, qui est tout un dispositif qui permet aussi d'accélérer et de structurer une démarche sur la jeunesse, où on a un vrai sujet sur notre territoire qui est assez prégnant. Donc comment on peut agir de façon structurée sur les 3 portes d'entrée dans cette précarité, et là c'est une collaboration et avec Break Poverty Foundation et avec nos partenaires publics, de dire ok, sur la petite enfance qui est aussi une première porte d'entrée dans la précarité, sur le décrochage scolaire, c'est la 2e porte d'entrée, et quand j'arrive pas à trouver mon premier emploi, l'insertion professionnelle, c'est la 3e porte d'entrée dans la précarité. Et comment alors que c'est éclaté avec les pouvoirs publics entre la CAF qui va gérer la petite enfance, enfin la caisse d'allocation familiale en France, ensuite c'est d'autres strates publics qui gèrent l'adolescence, d'autres qui gèrent l'insertion. L'idée, c'est, parce qu'on est à une échelle de territoire, on ramène de la transversalité sur un sujet qui est majeur, et on va essayer de l'appréhender de façon méthodologique, et c'est pour ça que le partenariat avec Break Poverty va nous amener en fait toute cette méthodologie pour pouvoir agir de façon transversale. Et donc c'est très important de travailler avec les pouvoirs publics. Ils sont sponsors de la démarche. Et l'idée, c'est effectivement de l'amener de façon transversale, parce que c'est une mission qui est très éclatée, en tout cas en France. Je ne sais pas comment est adressée en Belgique, mais voilà. Donc comment on collabore tous ensemble. Et encore une fois, je pense que c'est possible à des échelles plus petites, quoi. C'est plus simple.
François, j'entends parler de réseautage, de collaborer, de transversalité. Est-ce que c'est l'expérience que la Fondation en a aussi? Oui, tout à fait. C'est l'expérience des fonds que nous gérons, des initiatives aussi comme les fonds régionaux, comme le vôtre. Au niveau local, le réseau, il se fait naturellement. Au quotidien, on se croise, on se recroise. On participe aux activités d'un club, il y a un petit événement, on se croise dans des commerces et à un moment donné, on se connaît. Il y a les enfants qui vont à la même école, il y a les personnes âgées dont on se rapproche parce qu'on sent qu'elles ont des besoins. Et c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien sans vraiment se poser la question, c'est quelque chose qui va de soi. Et pourtant, ça a une puissance incroyable. Ces réseaux, ils ont vraiment une force énorme pour tisser des liens de confiance. Et ces liens de confiance, plus que jamais, on en a besoin dans notre société. C'est un peu comme une pelote de laine, finalement, qui est tout emmêlée. Et puis, alors, tout d'un coup, il y a des projets. Et on décide de tricoter. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui en sort. Et j'ai envie de dire que la philanthropie locale, c'est ça aussi. On arrive à structurer, avec évidemment la collaboration, on a parlé des pouvoirs publics, on a parlé du monde associatif, c'est jamais tout seul, mais le philanthrope, il parvient, la démarche philanthropique, elle parvient à structurer des relations qui, au niveau informel, marchent bien, mais qui permettent d'aller évidemment plus loin pour servir certaines causes. Je voulais encore juste souligner, c'est aussi ça qui permet alors la naissance de fonds régionaux comme le vôtre. En Belgique, pour le moment, donc, il y a ce fonds en Oost-Vlaanderen, il y en a un autre en West-Vlaanderen. Il y a aussi le Burgerfonds en communauté germanophone, et on vient de lancer un nouveau fonds territorial, comme diraient les Français. Mais donc c'est à Liège, on lui a donné un nom spécial, les Liégeois ne font jamais comme les autres, il s'appellera Galibo. Donc c'est aussi, ces fonds, en fait, ils naissent aussi de la confiance que des petites et moyennes entreprises ont déjà entre elles se connaissent pour dire, allez, ensemble, on y va dans un projet différent. Peut-être juste un bémol, au niveau local, le monde n'est pas tout rose. Les clivages qu'on connaît dans la société, ils existent aussi au niveau local. Parfois, ils peuvent être rudes aussi. Et c'est là aussi que certains éléments de la philanthropie peuvent aider vraiment, et notamment des principes de gouvernance. On arrive parfois, le fonds local arrive parfois comme un acteur neutre. Personne ne refuse de se mettre autour de la table et ensemble on avance pour servir la cause à laquelle on croit. Dat heb ik jou ook al horen zeggen. Hè? Het feit van de governance, het belang om verschillende mensen aan de tafel te hebben. Hoe kijk je daar juist naar? Wel, zoals ik zei, we hebben dus regionale bestuurscomité's die bestaan uit de donatoren, maar ook uit de mensen van de regio zelf, van de overheid en zo. Als we voelen dat een project extra ondersteuning nodig heeft in de governance, dan is het gewoon iemand uit ons bestuur die daar naartoe trekt en die dat project blijft begeleiden, van voor naar achter, van achter naar voor, zodanig dat we zeker het project kunnen realiseren. Bijvoorbeeld het Huis van de Sterren in Gaveren. Het is een plek waar pleegkinderen uit de stad worden opgevangen, waar er een boerderij aanwezig is, waar ook bijennesten aanwezig zijn, waar ze dus ook honing kunnen kweken en ook honing kunnen maken enzovoort. Dat was altijd maar aan het groeien, dus dat had duidelijk nood aan een echte governance. En dan zijn dat gewoon vrijwilligers van bij ons die dat gaan begeleiden. En als het nodig is, dan gaan we een stapje hoger. Hè. Dan gaan we naar de Boudewijn Stichting zelf om ondersteuning te vragen. Ik ben ook voorzitter van het comité voor de lokale filantropie van de Boudewijn Stichting, waar wij eigenlijk werken met fondsen de Vrienden van. We hebben het nu vereenvoudigd. Hè. Vroeger waren er diverse fondsen, nu is de fondsen de Vrienden van. En daar merken we heel goed de sterke ondersteuning van de medewerkers van de Boudewijn Stichting zelf. En als één ding is dat ze in huis hebben, dat zijn goede professionele medewerkers waar we echt op kunnen rekenen.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi, accompagner les organisations de terrain? Oui. Je n'en doutais pas. Effectivement, en tout cas, nous, en tant que fondation territoriale, hein, il y en a à peu près 25 en France. Je ne me souviens plus du chiffre en Europe, mais c'est en grosse émergence. Hein, on appelle ça Community Foundation aussi. Vous pouvez choisir d'être juste financeur, ou vous pouvez choisir aussi d'être quelque part un peu opérateur et de faire de l'accompagnement. Nous, en fait, clairement, on fait des dotations qui sont toutes petites. Donc on est un tout petit fonds. Les dotations, elles vont de 2 500 € à 6 000 €. Demain, il va falloir qu'on passe une étape pour faire encore plus et aller jusqu'à 15 000 € et faire du pluriannuel. Donc il y a une grosse marge de transformation de notre modèle à structurer. Mais par contre, elles viennent nous voir pour tout ce qu'on fait par ailleurs. On a plein d'agences de com qui travaillent en mécénat en nature avec nous. On fait énormément de communication sur l'ensemble des lauréats. On a 10 lauréats par an. Donc du coup, elles sont mises en lumière, ces associations, sur le territoire, ce qu'elles ne savent pas du tout faire, en fait. Elles ne savent pas communiquer. Donc elles ne savent pas comment faire. Donc nous, on les aide là-dessus. On les aide beaucoup sur la mise en réseau avec le territoire. Dans les entreprises, on a plein d'occasions de se voir, en fait. On a plein de réseaux, on a plein de choses. Dans le secteur associatif, il n'y a pas ça. Elles ont très peu l'occasion de se croiser déjà entre elles. Donc on crée un programme de formation où on les forme sur les enjeux de transition, sur la RSO, sur la levée de fonds. Parce qu'une petite association locale, elle n'a personne qui gère sa levée de fonds. Donc comment on les accompagne? Et ces formations, c'est des occasions de pouvoir se voir entre pairs, donc entre associations qui travaillent sur des mêmes thématiques, puisqu'on fonctionne par thématique de fragilité territoriale. Donc du coup, elles vont pouvoir aussi peut-être demain réfléchir à des mutualisations à l'échelle du territoire. Est-ce que le ressort de la mutualisation n'est pas hyper important demain face à un effondrement du milieu associatif, hein. Enfin, nous, en France, clairement, une association sur 4 va disparaître. La baisse des subventions publiques est drastique. Comment on les aide à l'échelle du territoire qui devient justement pertinent pour travailler en commun à un certain nombre de sujets. Donc, ils ont tout un dispositif de formation, toute une mise en lumière de communication et tout un tas d'événements aussi, acteurs privés, publics et associatifs, qui leur permettent de se croiser aussi avec des acteurs privés. Nous, on a des entreprises qui ont découvert l'action de telle ou telle association. Ah oui, vous faites du transport solidaire pour les personnes en précarité ou les personnes à faible revenu. J'ai un salarié que j'ai pris, qui est en insertion. Il n'a plus de solution de découvrir que l'association qui était à 2 pattes chez elle pouvait être une solution pour un de ces salariés qui est en situation de précarité, qui est en réinsertion. Mais en fait, on crée des ponts parce que le milieu de l'entreprise et de l'associatif, ils vivent en parallèle et mine de rien, ils ne se connaissent pas. Et le territoire, encore une fois, c'est le ressort pour permettre ces ponts-là et qu'ils apprennent à se connaître et à être utiles les uns aux autres. Donc il y a vraiment tout un tas de co-bénéfices, mais effectivement, c'est beaucoup d'ingénierie territoriale. Et si on peut en parler 2 secondes de ce poids de l'ingénierie territoriale qui n'est pas du tout le même que dans n'importe quelle autre fondation, en fait. Donc il y a tout un modèle économique à trouver pour demain, pour les community foundations et les fondations territoriales, où toute cette ingénierie, elle prend un temps de fou. Quand dans une fondation, c'est peut-être 8%, dans une fondation territoriale, c'est peut-être 40%. Et plus vous faites de l'accompagnement, de la formation et tout un tas de choses, plus ça pèse en fait. Donc c'est quoi le modèle de demain? Sachant que les grands acteurs de la philanthropie et les fondations d'entreprises très grosses nationales, pour l'instant, ne financent pas ça. Et ne financent pas les acteurs intermédiaires que nous sommes. Parce que on n'a pas l'impression d'accompagner la personne in fine. Sauf que l'utilité au territoire de la catalyse territoriale en fait, qu'on joue, il est hyper important aussi. Donc dans les révolutions, peut-être que ça serait intéressant, en tout cas, de se poser la question de comment on collabore en tant que grand acteur national philanthropique avec les acteurs locaux. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet où on est en écoute. En tout cas, vraiment, j'aimerais être en dialogue pour essayer de voir comment tout ça peut s'articuler. Jannie, ik kijk nog eventjes naar jou. Je had het daarnet al over het belang van de spelers, maar we hebben het hier ook gehad over de netwerken die gecreëerd worden tussen verenigingen, spelers. Hoe gaan jullie daarbij om? Ik kan misschien gewoon een dom voorbeeld geven. Dat is, want ja, publieke financiering, financiering vanuit
grote instituten, gelijk de Koning Boudewijn Stichting of de Loterij, of beide samen soms in heel veel gevallen, en dan die lokale verankering rond. Ik woon in Antwerpen, ik heb 2 cultuurhuizen dicht bij mij en het ene cultuurhuis dat is Opera Ballet Vlaanderen, notoir aanwezig op het Operaplein, met vanzelfsprekend publieke financiering en ik denk eigenlijk niet echt geïntegreerd in de lokale gemeenschap as such. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft ook. Hè. Dus die buurt is daar niet bij betrokken. En als de buurt daarbij betrokken wordt, dan gaat het misschien eerder zijn genre van oké, we bezorgen ongetwijfeld wat overlast. U kan elk jaar ergens een ticket krijgen van ons en komt u dan maar even uw ding doen bij ons in dat wijkvreemde gebouw, waarvan u zich misschien afvraagt wat gebeurt daar. Ik heb een andere ene op Borgerhout en dat noemt de Roma. Dat is ook een cultuurhuis. En het rare is dat die echt ingebed zijn in die lokale gemeenschap. En niet in de zin van ik geef u een ticket en je mag een keer komen, maar integendeel door echt die mensen uit te nodigen van wil u voor ons een inspanning doen? Kan u bij ons komen werken als vrijwilliger? Bent u bereid om een bijdrage te leveren voor? En het rare is dat eigenlijk door die lokale gemeenschap het doen van die inspanning, dat die meer geapprecieerd wordt dan. En dus ik denk dus dat dat een echte win-win kan zijn. En ja, daar maken wij bij de loterij dan ook gebruik van. Dan gaan we merken dat we willen iets doen rond erfgoed, rond patrimonium. De erfgoedchallenge. We zullen lokale initiatieven laten voorstellen, al dan niet in samenwerking met een lokaal bestuur. We laten onze speler effectief stemmen op de verschillende projecten. En dan merk je dat, voor je het weet, krijg je echt een soort win-win tussen, ik zeg maar iets, de Rubenskapel en de renovatie van de Rubenskapel en die lokale gemeenschap daar rond. Want plots is er is een crowdfunding geweest en iemand heeft een ster gekocht aan het plafond en er komen nieuwe mensen over de vloer. En die zijn plots beter verankerd in de lokale gemeenschap door het feit dat aan de lokale gemeenschap een inspanning wordt gevraagd. En ik denk mechanismen op poten zetten die dat eigenlijk helpen stimuleren in plaats van gewoon domweg hier is financiering en bij gevolg eigenlijk dat je dat bijna wijkvreemde ding creëert. Dat is denk ik waar we als grotere instellingen moeten aan werken, het creëren van die mechanismen. Hélène, vous avez parlé tout à l'heure du besoin de financement aussi pour les intermédiaires, mais quel est selon vous le potentiel futur justement de la philanthropie locale? Comment est-ce que vous voyez ça en France? Je pense qu'effectivement, le potentiel futur, il y en a un grand, puisque c'est vraiment... La première, c'était la Fondation de Lille en France il y a 30 ans. On pensait que ça allait hyper accéléré il y a 30 ans et même il y a 10 ans. Il y a eu tout un rapport et ça n'a pas accéléré parce que c'est lourd à mettre en œuvre. C'est long. Et là, c'est 2 ans et demi, si je ne me trompe. Nous, on a fait 2 ans de préfiguration avant de pouvoir lancer la fondation il y a 2 ans et demi. Donc c'est long parce que vous mettez autour de la table des gens qui n'ont pas le même rythme. Un dirigeant d'entreprise qui a son rythme, le rythme de la collectivité, le rythme de l'association, les objectifs, des fois de visibilité de l'entreprise où on lui dit mais non, on est dans le mécénat en fait et on est dans le collectif en plus. Donc à moins que vous mettiez un énorme billet sur la table, comment vous dire qu'il va falloir faire un pas de côté sur cet enjeu de visibilité. Donc est-ce que tout le monde est prêt à faire ce pas de côté pour créer du commun sur chaque territoire et s'aimer sur chaque territoire? C'est ça l'enjeu. Donc je pense qu'il y a un super bel avenir et qu'en fait il y a une très belle utilité au territoire des fondations territoriales, mais il faut que chacun fasse le pas de côté nécessaire pour arriver à amplifier ce mouvement. Donc j'ai parlé de la problématique de financement qui sera cruciale si on veut pérenniser ces modèles. L'autre sujet, ça sera la formation des gens. On a des dispositifs comme des structures comme le Rameau qui avaient travaillé sur les compétences nécessaires
en fait une catalyse territoriale, savoir interagir aussi bien le matin et l'après-midi avec un dirigeant d'entreprise qu'avec le président de votre département, qu'avec le tissu associatif, les bénéficiaires finaux. C'est multi-compétences quand même, c'est un peu musclé. Et créer des filières aussi de formation pour pouvoir gérer des structures agiles comme les nôtres, avec toutes les compétences nécessaires, que ce soit sur le financement, la com, et puis l'interaction avec tout un tas de profils. Je pense que ça sera aussi hyper nécessaire et que, effectivement, les travaux du Rameau qui avaient été faits, je crois, avec une grande université, sont très utiles pour essayer de créer des filières aussi de formation sur ces enjeux-là. Et après, voilà, je pense que ça sera... Il y a un avenir si tout le monde se met autour de la table et tout le monde réfléchit à ce sujet. Mais effectivement, je pense que le ressort du territoire, c'est la façon de mettre en œuvre l'ODD 17, en fait, si on doit finir là-dessus. L'ODD 17, c'est l'ODD des partenariats, l'objectif de développement durable des partenariats, qui a été rajouté, en fait, aux autres objectifs de développement durable, en disant, en fait, on peut toujours vouloir moins de pauvreté, tout le monde accès à l'éducation, etc. Tous les objectifs de développement durable, si on ne se met pas tous autour de la table pour coopérer, ça n'existera pas. Donc, si on choisit le ressort d'une échelle de territoire plus petite pour le faire, peut-être qu'on va y arriver. Donc, moi, j'ai bon espoir qu'on ait cette intelligence-là, je l'espère et je le souhaite vraiment, quoi. Super. Et Françoise, vous disiez que donc, la Fondation Roi Baudouin est en train de développer sa stratégie locale. Quelle est votre vue sur le potentiel futur de la philanthropie locale ? Je partage tout à fait l'opinion d'Hélène. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour l'avenir pour encore développer la philanthropie locale. Donc, par rapport aux modèles fonds territoriaux, comme vous les appelez, streekfonds, côté néerlandophone, je crois qu'il y a encore beaucoup de possibilités. Ce sont des modèles qui ne sont pas encore bien connus, des possibilités qui sont bien connues. L'idée pour une petite, une moyenne entreprise qui n'a pas le sentiment de pouvoir contribuer compte tenu des moyens qu'ils ont envie de donner à la collectivité, l'idée de jouer collectif n'est peut-être pas encore assez présente. Donc, en montrant ce qui se fait de mieux, on a certainement encore de belles possibilités de répliquer ces modèles. Je serais moins pessimiste que vous, parce que j'ai vu les chiffres français. En 15 ans, le nombre de fondations territoriales a triplé en France. Oui, mais ça s'est augmenté très récemment, en fait. Oui. En fait, il y a 30 ans, la première, ils pensaient que ça allait créer un effet d'aspiration, oui, et ça s'est vraiment plus transformé sur les 5-6 dernières années. Oui. Donc, effectivement, il y a une grosse accélération, et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur là. Mais par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, qui sont beaucoup plus en avance, en fait. Et il y en a beaucoup plus, en fait. Donc, j'espère qu'on va accélérer encore plus. Donc, il y a certainement, de ce point de vue-là, des possibilités de renforcement de ce type de modèle. Moi, je pense aussi que la philanthropie locale, ce n'est pas que les fondations territoriales, hein, c'est parfois des fonds qui sont créés par des personnes. On a un très bel exemple à la Fondation, une belle histoire à la Fondation Roi Baudouin pour créer une crèche, un agriculteur décédé aujourd'hui. Son fonds a permis de créer une crèche parce que son objectif, c'était d'apporter une plus-value au village. Et la plus-value importante, ça a été de faire en sorte que les parents ne quittent pas le village et que le village retrouve son dynamisme à travers cette crèche. Donc parfois, ce sont aussi des initiatives qui sont prises par des personnes et qui laissent vraiment un impact très durable. Parfois, c'est plus léger, mais ça laisse souvent des traces. Et ça, là où je vois vraiment une marge de progression possible, c'est la question de la visibilité. Ce n'est pas encore assez connu. Or, au niveau des médias locaux ou des pages locales des médias nationaux, il y a vraiment une demande. Il y a une demande aujourd'hui pour du journalisme positif, mais pas naïf, et qui permet vraiment de montrer, de donner envie à d'autres. Puis le troisième élément, pour dire que oui, il y a vraiment beaucoup de potentiel, c'est que les besoins sont énormes. Les besoins ne diminuent pas, quel que soit le domaine. On l'a dit, et ça, évidemment, le besoin suscite aussi la générosité. Et quand des citoyens se mettent ensemble pour dire là, il y a une cause, on y croit tous, on y va et vont chercher d'autres donateurs, ça marche.
Deel jij dat optimisme? Ik zag jou knikken, dacht ik. Dus ik stel jou toch eventjes de vraag. Ja, ik deel zeker het optimisme. En omdat Jannie Haak stelde... Ja, we zijn toch altijd op zoek naar lokale platformen waar we met die lokale bevolking beter kunnen samenwerken. Wel, ik heb er eentje, hè. Je weet dat ik uit de festivalwereld afkomstig ben. België is een festivalland. Hè. We hebben in België meer dan 650 festivals, waarvan meer dan 90% georganiseerd worden door vrijwilligers. Allemaal vanuit de plaatselijke bevolking. En dat zijn de platformen waarop ook de filantropie zou kunnen inzetten. Trouwens, het is voor mij nog een beetje onontgonnen terrein voor de Koning Boudewijn Stichting. Ik vind dat ze te weinig met de levende cultuursector samenwerken. Dus dat is gewoon een hint, dat mag ik ook geven. Ja, dat mag zeker. We leren altijd graag bij, dus dank daarvoor. Ik denk dat we aan het einde van deze sessie komen. Françoise, est-ce que tu peux peut-être clôturer la session avec les lessons learned les plus importantes? Quelle responsabilité. Oui, comme tu dis, donc j'ai ce privilège de conclure. Je ne vais certainement pas répéter ce que vous avez tous dit. Je veux en tout cas vous remercier pour vos contributions respectives. Je voudrais bien remercier ma collègue Caroline aussi, qui me vous voit aujourd'hui, d'avoir Voilà. bien animé le débat et souligner que moi, je travaille encore quelques mois à la Fondation, pas plus, et c'est Caroline qui va reprendre la coordination de la stratégie locale. Je voudrais la remercier pour ça, donc pas uniquement pour avoir accepté d'animer ce débat, mais je suis sûre que le renforcement de l'ancrage local de la Fondation Rambaudouin est en de bonnes mains. Alors, j'ai 3 éléments de conclusion. Le premier, c'est de dire, voilà, la philanthropie locale, nous sommes convaincus, ça marche. Mais ce n'est pas uniquement une question de conviction, c'est aussi une question qui s'illustre par des chiffres. Il y a toujours des personnes qui aiment bien avoir des chiffres. Donc, à la Fondation Rambaudouin, qu'est-ce que ça représente? Rien que pour 2025, les initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure, plus de 1100, ont rassemblé presque 20 millions de dons. Et toujours en 2025, il y a eu pour 61,3 millions d'euros de soutien à des initiatives avec une portée locale. Donc tout ce qui est local n'est pas petit, n'est pas modeste, et comme on vient de le dire, on pense bien que ça va s'amplifier. Et c'est donc devenu un axe stratégique de la Fondation Rambaudouin qui va être poursuivi. Deuxième élément de la conclusion, on a tous commencé par ça, c'est que le local, c'est quand même un vecteur super puissant de cohésion sociale. Dans un monde qui est ce qu'il est aujourd'hui, avec quand même des mises en danger de la démocratie, travailler au niveau local, renforcer cette cohésion sociale, c'est vraiment important. Certains disent que c'est un remède contre le repli sur soi. Et c'est ce que nous observons à travers tous les projets que nous soutenons. Et le dernier élément, c'est le docteur Mukwege l'a très bien dit, je vais le dire beaucoup plus mal que lui, mais la philanthropie locale, c'est du positif, ça fait du bien aussi à ceux qui donnent, à ceux qui s'engagent. Pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, mais aussi parce que quand on agit au niveau local, eh bien, on a le plaisir de voir les effets près de chez soi. Et alors, ce n'est pas du ou-ou, hein. Il y a aussi une philanthropie globale qui joue son rôle, et c'est très, très important. Mais quand même, ça apporte une plus-value spécifique. C'est une source de satisfaction. Que ce soit des interventions dans l'espace public ou sur l'environnement, ou plutôt des activités qui s'adressent à des publics cibles particuliers, ou tout simplement aux habitants d'un village ou d'un quartier. Alors voilà, la diversité des visages, des facettes de la philanthropie locale, elle est infinie. Et on va l'illustrer peut-être maintenant. Donc on a fait une petite vidéo qui permettra de voir encore d'autres exemples de philanthropie locale et peut-être vous donner envie aussi de sortir de cette session avec des ondes positives.
Die Philanthropie ist das Gemeinschaftsgefühl fördern. The match made in heaven. Ja. Ja. Alors ici, on est dans le Condro et on est au milieu d'un petit bois modeste que nous avons acheté avec 3 familles de 3 générations en fait. Et ces 3 couples avaient envie ensemble de préserver ce petit lieu. Brotbacken ist so alt wie die Menschheit. Mit das Brotbackhaus wollten wir Menschen zusammenführen und nicht nur was Gesundes herstellen, sondern dabei auch das Gemeinschaftsgefühl fördern. Grâce à la Fondation Roi-Baudouin, je pense que ce projet a permis de mettre cette zone de nature en sécurité en pérennisant le projet et en le sécurisant juridiquement. Via dat fonds hebben we mogen materiaal aankopen die weer jongeren prikkelt om een nieuwe start te maken in hun leven. Oranjehuis is jeugdhulp en jeugdhulp ondersteunt kinderen en jongeren voor wie de weg in het leven niet zo evident is als de weg van andere kinderen en jongeren. We willen vooral lokaal iets doen. We willen ook wel iets betekenen voor jongeren. En dan kwamen we uit bij het Oranjehuis. Doordat het zo nabij is, kun je elkaar zien, kun je elkaar spreken. Is het ook informeel een stukje? Ja, het is ook door elkaar te ontmoeten dat er dingen ontspruiten. De match made in heaven. Ja. Ja. Dax in Brussels est né sur base de l'idée d'un philanthrope qui souhaitait qu'on puisse investir dans les infrastructures dédiées au vélo en région bruxelloise. Depuis 2018, le fonds a financé plus de 110 projets. Donc il y a énormément de personnes qui sont impactées du coup par le fonds et l'investissement qui est fait dans ces infrastructures. Un projet, celui-là très emblématique, c'est le cofinancement de la passerelle cyclo-piétonne qui se trouve au-dessus du carrefour des 4 Bras, qui est une longue passerelle construite en bois. Le marais n'existait plus, et donc on a choisi d'intervenir et on a creusé le marais pour que l'eau puisse revenir, pour avoir un lieu de reproduction de tous les animaux du marais. J'espère apprendre à mes enfants et aux autres enfants que la nature a beaucoup à nous offrir. Das Brotbackhaus-Projekt hat für mich etwas in Bewegung gesetzt, weil es zeigt, was Menschen erreichen können, die sich ehrenamtlich zusammensetzen. Wat zo mooi is, jullie gaan er altijd vanuit dat iedereen talent heeft. Ja. En je blijft graven. Ja, omdat we weten dat er iets gaat te vinden zijn, omdat we daarvan overtuigd zijn ook. Le philanthrope reste anonyme et il ne demande rien en retour de ses investissements. Donc c'est extrêmement remarquable. Je ne pense pas que ce projet change le monde, mais à notre petite échelle, au moins nous, on participe à comprendre la nature ici. Philanthropie ist, dass jeder sich mit seinen Möglichkeiten, seiner finanzieller Art oder auch zeitlicher Ressourcen hier einbringen kann. Het is ook allemaal zo ingewikkeld en zo moeilijk niet om dat te doen. En door het te tonen dat het kan en dat dat niet zo complex is, ja, kun je misschien andere ondernemers ook aansporen om hetzelfde te doen. We willen jullie ook graag de gelegenheid geven om enkele vragen te stellen aan onze gasten. Dus ik weet niet of er iemand vragen heeft rond lokale filantropie. Daar zie ik een eerste persoon. Dank u. In eerste instantie hartelijk bedankt voor de boeiende interactie tussen de panelleden. Mijn naam is Bart Kriel, ik woon in Kruibeken in het Waasland, provincie Oost-Vlaanderen. En ben de initiatiefnemer van een recent opgericht fonds op naam. Ik ga hier op dat fonds nu niet in detail treden. Maar wij zijn dus startende. En een van de vragen die ik mij stel is de interface tussen de activiteiten van zo'n fonds en de activiteiten
van lokale besturen of activiteiten die lokale besturen horen te doen. En ik denk dat we zorgvuldig moeten kijken in welke mate dergelijke filantropische activiteiten, en ik gebruik nu een beetje een te negatief woord, geïnstrumentaliseerd worden om tekorten in de publieke dienstverlening op te lossen. En heel extreem denk ik aan de UK en de Verenigde Staten, waar charity eigenlijk een soort privatisering van uw sociale zekerheid aan het worden is. En hoe dat vermijden, dat lijkt mij moeilijk evenwicht. Misschien daar kort een reactie op. Françoise ou Hélène, allez-y. Sorry. Oui, la peur d'être instrumentalisé par la politique locale est quelque chose qui ressort souvent. C'est une méfiance que certains philanthropes ont. Mais ça se transforme vite en collaboration positive. Un élément qui est très important, je crois qu'on doit tous garder en tête, c'est que la philanthropie locale, elle est là pour amener une plus-value par rapport à ce que les pouvoirs publics font. On n'est pas là pour se substituer ni pour pallier. Malheureusement, on est dans des périodes où c'est vrai que les subventions diminuent. Mais si à chaque subvention perdue, c'est la philanthropie locale qui devrait répondre, on aurait très vite atteint le potentiel de la philanthropie locale, qui est évidemment beaucoup plus modeste. D'où l'intérêt de concevoir la philanthropie comme quelque chose, en plus, c'est de l'argent flexible, c'est de l'argent aussi qu'on peut transformer, avec lequel on peut vraiment apporter énormément de plus-value. Et je vais donner la parole à Hélène, parce que je pense que ce que vous faites aussi, c'est pas uniquement mettre de l'argent, mais c'est aussi amener toutes sortes de plus-values qui permettent à l'organisation d'être plus forte, de travailler plus sur le long terme. Et nous, on observe que souvent, en ayant donné des moyens à une organisation, ça lui permet après d'aller chercher des moyens publics ou de collaborer avec les pouvoirs publics si on a réussi la collaboration. Maintenant, il y en a qui vont parler de récupération. On peut aussi parler de win-win. Et c'est bien si ça rapporte à tous ceux qui s'engagent, en ce compris les pouvoirs publics. Pourquoi pas? Hélène misschien. En dan ga ik Jan nog even het woord geven. En daarna nemen we jouw vraag, mevrouw. Non, c'est juste pour témoigner. Effectivement, il y a plusieurs modèles, en tout cas dans les fondations territoriales ou les collectifs de philanthropie, parce qu'il n'y a pas que les fondations territoriales. Vous pouvez choisir d'intégrer ou pas la collectivité. Nous, c'est un comité exécutif composé pour l'instant de dirigeants qu'on a vocation à diversifier. Et après, il y a des instances. Toute la sélection se fait avec tous les partenaires publics, privés, associatifs et les 4 collèges dont j'ai déjà parlé. Et on a un comité territorial où on vient mettre les instances publiques pour valider que c'est plutôt un sujet pertinent, mais en tout cas, la stratégie, elle est plutôt aux mains des dirigeants d'entreprises qui collaborent avec le public, mais qui ne sont pas instrumentalisés. Je pense que c'est important. Nous, on vient d'avoir des élections municipales. Toutes les cartes ont été rebattues. Donc, il faut aussi penser sa gouvernance pour qu'elle soit pérenne dans le temps. Et donc qu'elle soit mixte au maximum, parce que en fait, vos pouvoirs publics, vous pouvez avoir fait des accords à un moment donné. Nous, cette année, c'est les municipales, l'année prochaine, c'est les présidentielles, donc on travaille aussi beaucoup avec les représentants de l'État localement. L'année d'après, c'est les départementales. Donc autant vous dire que en fait, c'est aussi un sujet qui peut être rebattu tout le temps, en fait. Donc il faut penser sa gouvernance de façon suffisamment mixte pour qu'elle soit pérenne. Vous êtes une fondation, c'est un outil du temps long. Donc effectivement, il faut être vigilant de ne pas être instrumentalisé, mais il faut aussi agir en cohérence avec les besoins réels du territoire. Et en tant que dirigeant d'entreprise, on n'a pas de diagnostic territorial, on n'y connaît rien. Donc il faut quand même être dans ce dialogue, quoi. Donc c'est assez subtil pour ne pas se faire instrumentaliser, mais c'est l'enjeu de la coopération, en fait. C'est ça qui est chouette. Jan, je vais juste prendre votre micro. Ja, ik denk bij de 273 projecten die de laatste 5 jaar door ons ondersteund zijn,
Stefanie, je moet mij tegenspreken, maar dat er geen enkel is waar wij in de plaats van de overheid zijn getreden. Of waar men ons de link gaf van ja, de overheid doet het niet, dus jullie moeten het doen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat wij kleinere projecten ondersteunen, eenmalige ook. Bijvoorbeeld een organisatie die gesteund wordt voor soepbedeling. Ze hebben een nieuwe keuken nodig. Dan komen ze misschien bij ons voor dat aspect. Of een VZW die met duo fietsen, mensen die minder, hoe zou ik zeggen, die alleen niet op een fiets kunnen. Als zij een nieuwe extra duo fietsen willen, dan kunnen ze op ons beroep doen. Maar dat zijn altijd eenmalige projecten. Dus ik heb echt niet het gevoel dat wij in de plaats van de overheid treden, eerder dat we een extraatje geven. Dankjewel. Mevrouw, u had een vraag. Donc, vous avez parlé de visibilité, surtout au niveau de la SBL, de win-win, mais aussi de récupération par le politique et éventuellement par les entreprises. Ma question, c'est pour Hélène, je ne sais plus votre nom. Quand vous avez dit quand les entreprises nous aident, enfin, c'est ce que j'ai compris, à moins qu'elles mettent un gros billet sur la table, elles doivent faire un pas de côté. Mais moi, je trouve que c'est important que la visibilité aille aussi sur les donateurs, les entreprises, etc. Pourquoi ? Parce que ça motive d'autres entreprises, d'autres donateurs, mais aussi et peut-être surtout, ça assoit la crédibilité de la SBL, qui reçoit peut-être un one-shot, mais cette année-là, elle va pouvoir dire, ben voilà, telle entreprise qui est quand même assez importante, croit en notre projet, et d'ailleurs, elle nous a aidés, peu importe que ce soit un gros billet ou pas, j'ai envie de dire. En fait, j'ai un langage assez spontané. En fait, en l'occurrence, nous, on a plus de 50 mécènes. Okay, donc on peut pas faire des portraits mécènes et les gens peuvent donner 300 ou 500 euros jusqu'à 10 000, 20 000, 130 000, ce qu'ils veulent. Mais en fait, je peux pas donner de la visibilité, faire des portraits médias, faire de la visibilité à tout un chacun. Pour autant, effectivement, un partenaire majeur, forcément, là, j'ai par exemple le programme de formation et d'accompagnement des associations qui est financé par la région, puisqu'on est lauréat d'un appel à projet de la région, et par une fondation bancaire qui nous accompagne, qui est la fondation Banque Populaire Val-de-France. Et donc là, forcément, elle est stricto sensu sur ce programme-là, et forcément, elle est mise en avant parce qu'elle fait un financement. Et je cherche mon deuxième cofinanceur pour continuer mon programme de formation. Je le glisse au passage. Mais effectivement, là, on a des logiques. Et là, le programme jeunesse qu'on lance, le programme jeunesse, je cherche un grand financeur majeur qui soit ma locomotive du programme et qui forcément sera mis beaucoup plus en avant. Après, ce que je veux juste rappeler, c'est que des fois, j'ai déjà eu des discours de dirigeants qui viennent me voir pour me donner très peu d'argent et qui me demandent une extrême visibilité alors qu'on a 60% de réduction fiscale. Et je veux juste rappeler ça, en fait, que si on veut de la visibilité, on passe par du sponsoring, on fait un super partenariat, je prends les sponsorings, je vous mets en avant, il n'y a pas de problème, en fait. Mais on ne peut pas demander, en donnant pas beaucoup, d'être hyper visible. Moi, je fais un travail énorme. On a réussi à passer à la télé avec tout le travail des médias et tout le travail des agences de com qui nous entourent. Mais je suis désolée, je ne vais pas pouvoir mettre en visibilité tout un chacun, en fait. Mais effectivement, sur des cas spécifiques où on a un gros embarquement et un gros engagement, parce que l'idée, c'est pas de faire un chèque. Nous, on est vraiment dans une solution clé en main de la RTE, qui est vraiment le sujet qui se développe de plus en plus en France, en tout cas, la responsabilité territoriale de l'entreprise. C'est comment aussi vous allez embarquer vos salariés à nos côtés sur le programme jeunesse, combien vont être mentors demain dans les associations qu'on va soutenir, et qu'on crée du lien et qu'on tisse. Donc, ok, vous venez faire un chèque plus important, mais comment on fait en sorte que ça devienne aussi un projet dans votre entreprise et que vous deveniez fer de lance. Et demain, on veut faire de la levée de fonds, et c'est ce qu'on a fait l'an dernier avec les citoyens, mais faire de la levée de fonds TPE-PME. Donc j'ai par exemple un gros partenaire financier, et pendant 4 semaines, il double la mise de toutes les PME qui peuvent mettre que 500 euros, etc. Donc on travaille des mécaniques marketing qui permettent aussi d'avoir cette mécanique d'entraînement du territoire, parce qu'effectivement, lui, il prend ce risque d'y croire et de mettre beaucoup sur la table, et il faut qu'il ait cette responsabilité d'engagement de toutes les parties prenantes du territoire dans cette dynamique-là. Donc on peut le faire, en fait, derrière, on va faire des choses. Je dis juste,
que des fois j'ai des discours un peu extrêmes pour des tout petits montants. Et je voulais juste, voilà, c'était plutôt de rappeler ce type de il faut garder il faut proportion garder, voilà. Et en tout cas, nous, on donne des kits de com et on invite nos mécènes à communiquer à mort sur le fait qu'ils soutiennent ce commun, en fait, au territoire. Donc, pas de souci là-dessus. Er is nog een vraag, denk ik, ja. Gabriel de CopCity, c'est un centre d'accompagnement dans l'entrepreneuriat social et coopératif à Bruxelles. Et les entreprises sociales, c'est surtout des SBL et des coopératives qu'on accompagne, souvent bénéficient d'un soutien public, extérieur, public ou privé. Et en fait, on constate que dès que cet soutien est fini, ces entreprises, ces associations ont des problèmes à pérenniser justement les initiatives locales. Donc je me demande en fait si vous, dans votre stratégie partenariale, vous travaillez avec des structures d'accompagnement, de quelle manière, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place? Merci. Mais elles font partie de nos instances en fait. On a l'ATIS, qui est une super structure, qui est donc l'incubateur d'innovation sociale sur notre territoire, qui est sur tout l'ouest de la France en fait. Donc qui fait partie de nos instances et eux ils gèrent l'incubation, ils ont leur programme, etc. Et du coup on est en partenariat et donc nous on va plutôt il y a d'autres fondations territoriales qui vont monter un incubateur social sur leur territoire parce qu'il n'y a pas l'existant. Nous l'idée c'était vraiment de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a déjà sur le territoire et comment on crée notre légitimité en complémentarité de ce qui manque. Donc on arrive après et c'est pour ça qu'ils font partie de notre comité de sélection et qui sont complètement intégrés à la dynamique, tout comme la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et tout un tas d'acteurs qui sont intégrés à la gouvernance pour qu'on soit vraiment en synergie d'action et de se dire ok, celui-là tu l'as aidé à ce moment-là, il en est là dans son projet, etc. Donc l'idée c'est de vraiment être dans cette dynamique de coopération. Nous avons entendu qu'il y a donc des fondations locales en Flandre. Je me posais la question, monsieur vient de me dire qu'il y en a une à Bruxelles aussi, mais est-ce que la fondation pourrait nous donner une liste de toutes ces fondations locales qui existent à Bruxelles? Parce que de notre côté, on a beaucoup d'ASBL qui manquent de sous ici à Bruxelles, qui font partie des quartiers bien précis. Et donc, si on pouvait savoir qu'il y avait un comité de quartier ou une fondation locale qui pourrait les aider, ce serait génial. Merci. Wil jij antwoorden? Nee. François, est-ce que tu veux en toucher? Volontiers, c'est un travail à faire. Donc, on a, moi j'ai en tête toute une série de fonds locaux sur Bruxelles, mais ça veut dire alors, ça va être un fonds pour l'éducation à Ixelles, un fonds pour une rue à Molenbeek, un autre fonds pour 3 écoles maternelles à Schaerbeek. Donc, il y a peut-être des choses comme le fonds Bikes in Bruxelles qui portent vraiment sur l'ensemble de la région, mais parfois c'est très très spécifique. Mais c'est vrai, on n'a pas encore finalisé une liste des initiatives locales bruxelloises que l'on pourrait partager. Donc on va faire ce boulot et... c'est à moi de le faire. Voilà. Merci madame.